Et si la prochaine révolution africaine jaillissait là où nul ne l'imaginait? Sous le soleil implacable de Ouagadougou, un petit pays, le Burkina Faso, souvent relégué en bas des classements économiques, fait trembler l'ordre établi. Son produit intérieur brut, à peine 20 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, il refuse l'aide occidentale, et ce refus résonne comme un coup de tonnerre sur le continent. Dans la poussière du Sahel, 764 engins de chantier flambant neufs, bulldozers et niveleuses, s'alignent en silence. Aucun drapeau étranger ne flotte, aucune banderole de la Banque mondiale, aucune signature du Fonds monétaire international. Ce ne sont plus des promesses ni des discours. C'est un acte de souveraineté gravé dans l'acier et le sable du pays. Le message est limpide, presque provoquant. Si le Burkina Faso peut construire ses routes, ses écoles, ses barrages sans céder la moindre parcelle de son autonomie, pourquoi tant d'autres nations africaines accepteraient-elles encore la tutelle de la dette? Ce choix courageux rompt avec des décennies de fatalisme, où l'indépendance économique semblait réservée à quelques géants. Pourtant, ce pays enclavé, modeste par sa taille et ses moyens, ose là où d'autres hésitent. Il montre que la dépendance n'est pas une fatalité, mais un choix, et qu'il est possible de la refuser. Car chaque année, ce sont des dizaines de milliards de dollars qui fuient l'Afrique pour rembourser des créanciers étrangers au prix de l'autonomie et de la dignité de millions de citoyens. Le risque est colossal. Si l'Afrique ne saisit pas cette chance de briser le cycle de la dette et de l'ingérence, le continent restera prisonnier, condamné à répéter la même histoire, sacrifiant ses ressources et ses rêves. Mais si l'onde de choc partie de Ouagadougou ébranle les certitudes, c'est tout l'avenir du continent qui peut changer de cap. Pour saisir l'ampleur de ce séisme, il faut revenir sur les événements qui ont mené à ce moment décisif. Et pour comprendre la portée de ce refus d'aide, il est utile de rappeler que ce type de choix a été, dans l'histoire, le point de bascule de nombreux pays en quête d'émancipation. Par exemple, dans les années 70, la Corée du Sud, alors l'un des pays les plus pauvres du monde, a fait le pari de l'industrialisation sans dépendre à l'excès de l'aide extérieure. Aujourd'hui, ce pays figure parmi les économies les plus dynamiques de la planète. De même, les tigres asiatiques ont, dans les années 80, choisi de développer leurs infrastructures avec des ressources nationales, s'appuyant sur des politiques de transparence et de responsabilité, ce qui leur a permis de sortir du sous-développement en quelques décennies. Comment le Burkina Faso a-t-il osé défier les règles du jeu mondial? Tout commence par une crise, et un pari aussi risqué que visionnaire. L'histoire récente du pays est marquée par des bouleversements majeurs, coups d'État, insécurité croissante, et une jeunesse en quête de sens et d'opportunités. C'est dans ce contexte incertain qu'un nouveau leadership est apparu, porté par une volonté farouche de tourner le dos aux anciennes dépendances. L'un des premiers gestes symboliques fut la révision des accords miniers, une action qui rappelle la politique de nationalisation menée par le Chili dans les années 70 avec le cuivre, ou par l'Algérie avec ses hydrocarbures après l'indépendance. Comment expliquer que sur un continent doté d'un sous-sol si riche, la pauvreté reste la norme et non l'exception? L'Afrique déborde de minerais, de pétrole, de terres fertiles. Pourtant, chaque année, plus de 70 milliards de dollars quittent le continent. Cette somme colossale s'évapore dans le remboursement d'une dette héritée, perpétuée, qui vide les caisses publiques, étrangle les ambitions et referme les portes de l'avenir. Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo, dont le sous-sol regorge de cobalt et de cuivre, essentiels aux nouvelles technologies. Malgré cette richesse, le pays demeure en bas des classements de développement humain. C'est là le paradoxe africain. Les ressources existent, mais leur gestion échappe souvent aux populations locales. L'argent issu du pétrole nigérian ou de l'or malien sert plus à rembourser des dettes contractées à l'étranger qu'à bâtir des écoles ou des hôpitaux. Derrière chaque hôpital flambant neuf, chaque route tracée, chaque école inaugurée, se cache un scénario bien rodé. L'argent vient de l'extérieur, accompagné de conditions obscures, parfois étouffantes. En bâtissant, l'Afrique paie un prix élevé. Elle troque sa souveraineté, cède ses ressources, plie ses choix politiques.
Un exemple frappant est celui du barrage d'Inga en RDC. Construit avec des financements étrangers, il a longtemps été géré selon des intérêts extérieurs, au détriment des populations riveraines. De nombreux pays africains ont ainsi vu leurs infrastructures stratégiques tomber sous le contrôle d'entreprises étrangères, limitant leur marge de manœuvre politique et économique. Sur le terrain, la routine des donateurs s'installe. À chaque cérémonie, des officiels étrangers coupent le ruban, posent sur les photos, pendant que la foule applaudit, consciente que la clé de son avenir lui échappe. Le geste est théâtral. La gratitude affichée dissimule une autonomie amputée, des décisions dictées d'ailleurs. Dans certains pays, comme le Sénégal, les grands chantiers de route ou de port sont souvent inaugurés en présence d'ambassadeurs occidentaux, qui en profitent pour rappeler le partenariat historique entre l'Afrique et l'Europe. Mais derrière ces photos, ce sont des contrats léonins et des taux d'intérêt élevés qui s'imposent aux finances publiques. Année après année, une idée s'est imposée. Le progrès ne viendrait qu'en acceptant l'aide internationale. Cette croyance façonne la politique et l'économie du continent. La dépendance s'est glissée dans le récit collectif, comme si l'émancipation appartenait à un autre monde, inaccessible, réservé à d'autres peuples ou à demain. Pourtant, il existe des exemples contraires. L'Éthiopie, dans les années 2000, a misé sur l'investissement public massif, financé à 70% par l'épargne nationale, pour développer ses infrastructures. Le résultat ? Une croissance soutenue, même si le modèle a aussi ses limites. Mais il prouve que la dépendance à l'aide n'est pas une fatalité. À force de céder au chantage de l'aide et de la dette, l'Afrique sacrifie une part de son avenir et de sa voix sur la scène mondiale. Les décisions majeures se négocient à l'étranger, les projets locaux deviennent des compromis, et la jeunesse assiste, impuissante, à la confiscation de son futur par des intérêts extérieurs. Mais ce destin n'a rien d'inéluctable. Une question brûle alors. Comment le Burkina Faso, petit pays sans accès à la mer, a-t-il trouvé la force de briser ce cycle ? Pour comprendre cette rupture, il faut revenir à un moment clé de l'histoire récente du Burkina Faso. Là, un choix inattendu va tout changer. Quand l'or cesse de dormir dans des coffres lointains pour bâtir des routes, des écoles et des hôpitaux au cœur du pays, tout bascule. Au Burkina Faso, cette transformation n'est plus une utopie. Elle est devenue le socle d'une nouvelle réalité. Ici, le peuple a osé reprendre la main sur son avenir, défiant les règles anciennes qui l'enfermaient dans la dépendance. La première rupture majeure, la nationalisation partielle des mines d'or. Désormais, une part cruciale des revenus échappe aux circuits opaques et nourrit directement le budget de l'État burkinabé. Ce geste audacieux a permis de briser de vieux contrats iniques, souvent imposés sous la pression étrangère, et de rapatrier chaque année plus d'1 milliard de dollars, somme autrefois engloutie dans les méandres fiscaux hors d'Afrique. Pour mesurer l'impact concret, il suffit de regarder les chiffres. En 2 ans, le Burkina Faso a pu augmenter de 30% son budget consacré à la santé et à l'éducation. Les hôpitaux de Ouagadougou, autrefois en pénurie de médicaments, disposent désormais de stocks suffisants. Les écoles rurales reçoivent des manuels neufs et les enseignants sont payés régulièrement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cet or ne dort plus. Il irrigue les chantiers du pays. Routes, ponts, écoles dignes de ce nom, hôpitaux modernes, le tout financé sans recourir à un seul emprunt toxique venu de l'étranger. Le Burkina Faso investit dans l'irrigation, l'agriculture, l'énergie solaire, mais surtout dans la transformation locale, pour créer des emplois durables, ici, pour ses propres citoyens. Prenons le cas du barrage de Samandeni, achevé grâce à des fonds nationaux. Non seulement il permet d'irriguer des milliers d'hectares, mais il a aussi créé plus de 10 000 emplois directs et indirects dans l'agriculture et la maintenance. Autre exemple, le lancement d'une usine de transformation de mangue à Bobo-Dioulasso, qui a permis à des coopératives locales de quadrupler leurs revenus en exportant des produits finis et non plus seulement des matières premières. Les effets sont visibles, concrets. Des écoles rouvertes dans des zones oubliées, des hôpitaux rénovés, des milliers d'emplois nouveaux dans la construction, l'agroalimentaire, l'énergie. La dépendance alimentaire recule, car les campagnes revivent grâce à des systèmes d'irrigation,
et des semences améliorées, financées par la richesse du pays, et non par la générosité fluctuante de l'étranger. Derrière ces avancées, un pari colossal se joue. Si ce modèle échoue, il renforcera ceux qui prétendent que l'autonomie africaine n'est qu'un mirage et que l'aide extérieure reste la seule voie. Mais si le Burkina Faso réussit, il bouleverse le récit dominant. Il prouve qu'une alternative réelle existe et qu'elle tient à la volonté politique et collective du continent. Pourtant, chaque victoire s'accompagne de menaces. Les forces opposées à ce changement n'ont pas dit leur dernier mot. La lutte pour la souveraineté est loin d'être terminée. Et si la contagion de la souveraineté s'étendait du Sahel jusqu'au Cap, du delta du Niger aux collines de Nairobi? Depuis Ouagadougou, l'onde de choc grandit sans relâche. Ce n'est plus seulement une révolution burkinabé, mais une question brûlante posée à tout le continent. Et si l'Afrique pouvait briser le cercle de la dépendance? Les mouvements citoyens se multiplient. Au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud, partout surgissent des voix exigeant transparence et solutions adaptées aux réalités locales. Dans les universités, sur les plateaux télé et surtout dans les rues, le débat s'enflamme. Les attentes sont vives, les espoirs aussi. Déjà, les premiers effets se font sentir. Au Burkina Faso, la baisse des importations alimentaires devient visible sur les marchés. Les initiatives locales essaiment, l'économie retrouve des forces oubliées. Dans l'agroalimentaire, la construction, l'énergie, des dizaines de milliers d'emplois voient le jour. Pour la première fois depuis des années, des jeunes imaginent leur avenir au pays. Un effet domino s'annonce, prêt à renverser le statu quo. Or, pétrole, cobalt, platine, chaque pays détient ses propres trésors. Au Nigeria, les syndicats réclament que la manne pétrolière finance enfin l'investissement local, plutôt que de nourrir des dettes étrangères. Au Kenya, les startups rêvent de s'appuyer sur des fonds nationaux pour conquérir l'Afrique. En Afrique du Sud, les mineurs de platine réclament routes et écoles financées par leurs richesses. Pour illustrer cette dynamique, prenons le cas du Botswana, qui a choisi dès les années 90 de négocier des contrats plus équitables avec les sociétés minières étrangères. Résultat, le pays affiche l'un des taux de croissance les plus stables du continent et investit massivement dans l'éducation et la santé. Ce type d'exemple inspire aujourd'hui des mouvements sociaux en Zambie qui militent pour une meilleure gestion des revenus du cuivre. Face à cette vague, les élites politiques vacillent. Les citoyens demandent des comptes. Pourquoi dépendre de l'aide alors que le Burkina Faso, bien plus modeste, montre qu'une autre voie existe? Dans les palais présidentiels, l'exemple burkinabé sème doute et débat. Les vieilles justifications ne suffisent plus. Ministres et hauts fonctionnaires doivent expliquer leur recours massif à l'aide internationale alors que l'autonomie devient tangible. Cette dynamique bouleverse aussi le récit de la pauvreté africaine. Hier, la misère semblait une fatalité. Aujourd'hui, elle apparaît comme le fruit d'un système, donc réversible. Les citoyens s'interrogent, et si la pauvreté n'était pas un destin, mais une construction politique entretenue par des choix précis? Adopter ce nouveau modèle, c'est risquer de bouleverser l'équilibre mondial ou de manquer une occasion historique. Les grandes puissances observent, inquiètes. La contagion de la souveraineté africaine menace tout l'édifice de l'aide internationale. Mais pour l'Afrique, le vrai pari, c'est de saisir cette fenêtre de liberté avant qu'elle ne se referme. Mais tout changement se paie. L'onde de la souveraineté réveille aussi de vieux démons, et certains intérêts ne comptent pas rester spectateurs. La souveraineté ne se proclame pas, elle se forge, pas à pas, sous les yeux attentifs du peuple. Ce n'est pas une formule creuse, mais une discipline quotidienne, tangible, surveillée. Le pouvoir revient à ceux qui osent le prendre, non à ceux qui l'attendent des autres. Au Burkina Faso, fini les contrats obscurs et les arrangements cachés. Chaque engagement officiel se fait à visage découvert. Les citoyens s'impliquent dans les audits, suivent la trace de chaque investissement, exigent des comptes précis, et chaque franc investi est visible du premier au dernier. Rien n'est laissé dans l'ombre. Les marchés publics sont diffusés, les budgets débattus en assemblée, et chacun peut demander des explications immédiates.
Pour garantir cette transparence, le gouvernement burkinabé a mis en place une plateforme numérique ouverte où chaque citoyen peut suivre l'avancement des grands projets en temps réel. Cette approche rappelle les pratiques adoptées par l'Estonie, pionnière de l'e-gouvernement, qui a su bâtir la confiance grâce à la visibilité totale des finances publiques. Ce souffle de transparence a libéré des montants gigantesques. L'argent autrefois perdu dans la corruption sert maintenant la santé, l'éducation, l'eau potable, les énergies propres. Chaque franc sauvé des détournements devient une école bâtie, un centre de soins fonctionnel, une route accessible même en saison des pluies. Le changement se constate dans la vie de chaque famille. Pour renforcer ce progrès, des comités de quartier, composés de citoyens ordinaires, surveillent l'utilisation des fonds publics. Ils organisent des réunions mensuelles où les élus viennent rendre compte. Ce type de contrôle citoyen, inspiré par les budgets participatifs de Porto Alegre au Brésil, a permis de détecter et corriger rapidement les dérives. Cette révolution est aussi morale qu'administrative. Ministres, gouverneurs, tous les responsables sont jugés sur leurs résultats. La moindre tricherie, le plus petit abus, conduit à un départ immédiat. Plus personne n'est au-dessus des lois. Le choix est simple, servir ou s'effacer. Ce nouveau pacte moral hisse la responsabilité au sommet du pouvoir. Peu à peu, la confiance renaît. Les institutions ressemblent enfin à ceux qu'elles servent. La participation ne s'arrête plus au vote. Elle se prolonge dans la gestion directe, la vigilance quotidienne, la parole critique. Une démocratie de la dignité s'installe, où la voix de chacun pèse, du jeune cultivateur jusqu'à la doyenne du village. La légitimité du pouvoir ne dépend plus des fonds venus de l'étranger, mais de ce qui est rendu à la nation. Le nouveau contrat social rejette la dépendance et fonde la souveraineté budgétaire comme pilier du progrès. Mais le pari reste dangereux. Si ce modèle échoue, le fatalisme et la corruption pourraient revenir, la méfiance se réinstaller et l'emprise étrangère se refermer. Toute la construction serait menacée. Au bout du compte, la souveraineté est une pratique exigeante, parfois coûteuse, mais à la portée de tout peuple prêt à en assumer le prix. Le Burkina Faso ouvre la voie, en plaçant chaque citoyen au centre du bien commun. Pourtant, ce chemin vers l'autonomie n'est pas sans ennemis. De puissantes forces extérieures n'acceptent pas de perdre leur emprise sur le pays. À plusieurs reprises, des tentatives de déstabilisation ont été recensées. Pression diplomatique, campagne médiatique et même sabotages économiques. Mais la vigilance populaire et la solidarité régionale, notamment avec le Mali et le Niger, ont permis de déjouer ces attaques. Comme l'a montré l'exemple du Venezuela ou de l'Iran, la souveraineté économique attire souvent l'hostilité de ceux qui y voient une menace pour leurs intérêts. Le temps des demi-mesures est révolu. L'histoire ne frappe pas à la porte, elle la défonce. Quand ce moment arrive, sur quel seuil choisirez-vous de vous tenir? Trop souvent, l'Afrique s'est contentée d'un rôle de spectatrice, paralysée par des récits venus d'ailleurs. Mais aujourd'hui, le rideau tombe sur les vieilles excuses. Le Burkina Faso, modeste par la taille mais immense par le courage, vient de prouver que même les nations enclavées peuvent briser les chaînes de la dépendance sans attendre la bénédiction de Paris ou de Washington. La trajectoire tracée par Ouagadougou restera-t-elle une parenthèse ou deviendra-t-elle l'étincelle d'un soulèvement continental? Rester simple témoin a un coût. Chaque minute d'inaction, chaque renoncement, se paie en autonomie perdue, en dignité bafouée, en pouvoir abandonné aux intérêts étrangers. La passivité ne mène qu'à la confiscation du destin, jamais à l'émancipation véritable. La souveraineté ne tombe pas du ciel. Elle se forge, choix après choix, sacrifice après sacrifice. Derrière les chantiers du Sahel, il n'y avait pas que du béton et de l'acier, mais la volonté d'un peuple d'arracher, pierre après pierre, sa liberté à l'emprise invisible de l'extérieur. Ce n'est plus une question de moyens ou de climat, mais de volonté collective, de courage partagé. Le reste du continent est désormais face à son reflet. Les discours sur la fatalité, la dette inévitable, s'effondrent devant la preuve. L'indépendance économique n'est pas un rêve réservé aux grandes puissances. C'est un chemin que chaque nation peut emprunter, si elle refuse le confort dangereux de la soumission.
La tentation de l'attente est grande, mais chaque instant passé dans le doute est un cadeau fait à ceux qui s'enrichissent de la fragilité des autres. Quand la souveraineté devient un simple mot, elle se vide de sens. Accepter la dépendance comme une fatalité, c'est fermer soi-même la porte à l'avenir. Voilà l'enjeu véritable. Que chacun interroge sa part de responsabilité. Citoyens, dirigeants, entrepreneurs, cultivateurs, le destin du continent ne se joue ni dans les couloirs d'Europe, ni dans les salons d'Amérique, mais dans chaque acte, chaque refus de céder à la résignation. Car l'histoire n'accorde jamais de récompense à ceux qui attendent qu'on leur accorde le droit d'exister. Osez ébranler vos certitudes. Rejetez la posture confortable du spectateur impuissant. Peut-être que le vrai tournant de l'Afrique n'émergera pas d'un sommet international, mais d'un sursaut intime, d'un refus de plier, d'une soif partagée de dignité retrouvée. Quand la prochaine vague de bouleversement secouera le continent, serez-vous de ceux qui bâtissent ou de ceux qui observent? La décision appartient à chacune et chacun d'entre nous. Prenons donc un instant pour imaginer un scénario concret. Demain, dans une petite ville du Cameroun, un groupe de jeunes entrepreneurs décide de lancer une coopérative agricole financée exclusivement par des fonds locaux. Ils s'inspirent de l'exemple burkinabé et refusent d'emprunter à des bailleurs étrangers. En 5 ans, leur projet crée 200 emplois, développe l'irrigation sur 1000 hectares et exporte du cacao transformé, non plus seulement des fèves. Cette réussite fait boule de neige. Le maire investit dans la rénovation des écoles, tandis que des enseignants formés sur place mettent en œuvre des programmes adaptés à la réalité locale. Bientôt, d'autres villes suivent cet exemple et un mouvement national émerge. Ce n'est pas une utopie, c'est une trajectoire possible à condition de croire en la force du collectif et d'accepter les sacrifices nécessaires. Car la souveraineté, ce n'est pas une destination, mais un chemin, jalonné d'embûches, de doutes, mais aussi de victoires éclatantes. Pour chaque citoyen africain, il s'agit de choisir. Continuer à attendre des solutions venues d'ailleurs, ou s'engager, concrètement, dans la construction d'un avenir commun. Cela commence par des gestes simples. Consommer local, exiger la transparence, participer au débat public, soutenir les initiatives citoyennes. À l'échelle de l'État, cela implique de renégocier les contrats miniers, d'investir dans la formation, de miser sur les technologies propres et de protéger les ressources naturelles contre la prédation. L'Afrique n'a jamais manqué de ressources. Ce qui lui a parfois manqué, c'est la capacité de s'approprier son destin. Mais, comme l'a montré le Burkina Faso, il suffit d'une étincelle, d'un sursaut de fierté, pour que tout bascule. La question n'est donc plus de savoir si la révolution de la souveraineté est possible, mais qui aura le courage de l'incarner. Le monde regarde, parfois inquiet, parfois admiratif. L'avenir, lui, appartient à ceux qui osent l'écrire. Lorsque le soleil se couche sur Ouagadougou, les reflets dorés sur les bulldozers rappellent que chaque nation détient, en elle, la force de briser ses chaînes. L'Afrique, aujourd'hui, n'attend plus la permission d'exister. Elle bâtit, elle invente, elle s'élève. Et vous,